La possibilité de cultiver un espace productif une seule fois et de récolter des aliments frais sur plusieurs décennies, sans avoir recours à une replantation annuelle, peut sembler un concept loin de la réalité. Cependant, cette pratique est non seulement viable, mais représente également un retour aux méthodes ancestrales de production alimentaire, antérieures à la diffusion de l'agriculture industrielle. Dans ce contexte, 9 cultures pérennes capables de fournir de la nourriture pendant 10, 20 voire 50 ans après une seule plantation sont présentées. Parmi elles, se distingue une espèce dont le potentiel productif peut subvenir aux besoins d'une famille pendant des générations, tandis qu'une autre surpasse, en termes de rendement par superficie, la plupart des cultures annuelles. De plus, une stratégie complémentaire à la fin de ce texte démontrera comment intégrer de telles cultures dans un système autonome qui nécessite une intervention minimale. L'agriculture moderne, avec son cycle annuel de semis, de repiquage, de lutte contre les mauvaises herbes et de replantation constante, impose des contraintes physiques et temporelles considérables. Ce modèle est cependant relativement récent dans l'histoire de l'humanité. Pendant des millénaires, les civilisations ont dépendu en grande partie de plantes vivaces, telles que les arbres fruitiers à longue durée de vie, les racines qui repoussent à chaque saison et les légumes qui se multiplient sans avoir besoin de nouvelles plantations. La transition vers une agriculture basée sur les cultures annuelles s'est produite sous l'influence d'intérêts commerciaux, qui ont donné la priorité à la vente de semences, d'engrais et d'intrants, maintenant les producteurs dans un cycle de dépendance. Les plantes vivaces, à leur tour, brisent ce schéma, offrant des récoltes successives avec un seul investissement initial. En plus de réduire la demande en eau, en engrais et en main-d'œuvre, nombre de ces espèces deviennent plus productives au fil des années, contrairement aux espèces annuelles, qui nécessitent un redémarrage constant. Le premier exemple de cette approche est l'asperge, considéré comme l'un des légumes vivaces les plus durables. En plantant vos couronnes, vous obtenez une production continue de tiges tendres pendant 2 à 3 décennies, avec des records de planches actives depuis plus de 50 ans. Une fois établie, l'asperge nécessite très peu d'entretien, nécessitant une replantation et un contrôle intensif des mauvaises herbes envahissantes, car son feuillage dense inhibe la croissance des autres plantes. Les tiges récoltées, dont la valeur commerciale peut atteindre entre 5 et 8 $ la livre sur les marchés biologiques, sont obtenues sans frais supplémentaires après la plantation initiale. Pour le cultiver, il est recommandé d'utiliser des couronnes âgées d'1 an, en évitant les graines, qui retardent l'implantation de la plante. La plantation doit être effectuée dans des tranchées d'une trentaine de centimètres de largeur et de 15 à 20 cm de profondeur, en espaçant les couronnes de 45 cm les unes des autres. Au départ, les couronnes ne sont que partiellement recouvertes de terre, complétant le remplissage au fur et à mesure du développement des plantes. La patience est de mise, la première année, aucune récolte ne doit être effectuée, permettant ainsi au système racinaire de se renforcer. La deuxième année, une récolte modérée peut être récoltée pendant 2 semaines, tandis qu'à partir de la troisième année, le lit atteint sa pleine capacité productive, permettant des récoltes pendant 6 à 8 semaines chaque printemps. L'asperge préfère un sol bien drainé et une exposition au plein soleil, bénéficiant d'un engrais organique appliqué chaque année en automne. Une fois le feuillage sénescent, il faut le tailler à la fin de l'automne. Les tiges doivent être récoltées lorsqu'elles atteignent 15 à 20 cm de hauteur, les extrémités encore fermées, en les cassant près du sol. La saveur des asperges fraîchement récoltées, croquantes et sucrées, diffère radicalement de celle du produit disponible dans le commerce, souvent flétri. Au fil du temps, la productivité de la culture augmente, la transformant en un actif alimentaire qui s'apprécie plutôt que de se déprécier. Ensuite se démarque la rhubarbe, une culture vivace dotée d'une résistance exceptionnelle. En plantant ces couronnes, vous obtenez une production abondante de tiges acides pendant 2 décennies ou plus, avec des cas documentés de plantes productives pendant 40 ans. Sa rusticité est remarquable, la rhubarbe tolère les hivers rigoureux, les sols pauvres et les périodes de négligence, étant l'une des premières cultures à germer au printemps, traversant souvent les couches de neige. Une seule plante mature peut produire entre 4 et 7 kg de tiges par récolte, idéale pour préparer des tartes, des gelées, des sauces et même des plats salés. Son acidité se marie parfaitement avec les fruits sucrés, comme les fraises, et les tiges peuvent être congelées pour être consommées tout au long de l'année. Sur les marchés, la rhubarbe fraîche coûte entre 3 et 5 $ la livre lorsqu'elle est disponible, tandis que la culture domestique offre cette production en continu et gratuitement.
La plantation doit être effectuée avec des couronnes ou des divisions, de préférence au début du printemps ou en automne, dans des endroits ensoleillés ou mi-ombragés. Les plantes doivent être espacées de 90 cm, en raison de leur grande taille. Les couronnes doivent être positionnées de manière à ce que leurs pousses se trouvent juste sous la surface du sol, dans des trous enrichis de compost organique. La première année, une irrigation régulière est essentielle à l'établissement des plantes, même si plus tard la rhubarbe démontre une remarquable tolérance à la sécheresse. Quant à la récolte, la première année, aucune tige ne doit être enlevée, permettant à la plante d'accumuler des réserves. La deuxième année, une récolte légère peut être réalisée pendant 2 à 3 semaines, tandis qu'à partir de la troisième année, la période de récolte s'étend sur 8 à 10 semaines. Les tiges doivent être tirées avec un mouvement de torsion près de la base, jamais coupées, pour éviter la pourriture du collet. Il est essentiel de souligner que seules les tiges sont comestibles, car les feuilles contiennent de l'acide oxalique et sont toxiques. Ceux-ci doivent être enlevés et jetés et peuvent être utilisés comme paillis ou compost, mais jamais ingérés. La rhubarbe est résistante au froid et s'adapte à des zones climatiques aussi rudes que la zone 3, où de nombreuses plantes vivaces ne survivent pas. Dans les régions plus chaudes, des variétés telles que Victoria ou Crimson Red sont plus adaptées. Tous les 8 ou 10 ans, les touffes doivent être divisées pour maintenir la vitalité de la plante. Il suffit de déterrer la couronne au printemps, de la séparer en parties avec une pelle bien aiguisée et de replanter les divisions, multipliant ainsi le nombre de plantes. Il s'agit d'une culture monoplante, presque totalement oubliée, qui offre des récoltes abondantes et savoureuses pendant des décennies, avec des besoins d'entretien minimes. Enfin, les arbres fruitiers représentent un autre pilier des systèmes de production alimentaire pérennes. Fonction ornementale importante, s'intégrant harmonieusement dans les jardins à des fins à la fois esthétiques et productives. Son feuillage grisâtre et son architecture imposante confèrent un caractère sculptural à l'aménagement paysager, tandis que la production de bourgeons comestibles offre une rentabilité gastronomique de grande valeur. Dans les régions au climat doux, comme la côte méditerranéenne ou les zones côtières au climat tempéré, les artichauts font preuve d'une résilience remarquable, s'adaptant aux sols légers et bien drainés avec des exigences minimales d'intervention humaine après leur établissement initial. La récolte, bien que concentrée sur des périodes spécifiques de l'année généralement à la fin du printemps et au début de l'été, peut être optimisée grâce à des techniques de taille stratégique. La suppression des tiges latérales des jeunes plants favorise le développement d'une seule tige principale, ce qui donne des têtes plus grosses et plus uniformes. En revanche, chez les spécimens matures, la taille de renouvellement qui consiste à éliminer les tiges anciennes et improductives favorise l'émergence de nouvelles pousses vigoureuses, prolongeant ainsi la durée de vie utile de la culture. Il convient de noter que, dans les zones sujettes à des gelées tardives, l'application d'un paillis épais autour de la base des plantes peut éviter d'endommager les couronnes et assurer la repousse la saison suivante. Outre leur valeur culinaire, les artichauts jouent un rôle écologique important. Ces fleurs, lorsqu'elles s'épanouissent, attirent une diversité de pollinisateurs, notamment des abeilles et des papillons indigènes, contribuant ainsi à la biodiversité locale. De plus, la décomposition de ces feuilles mortes enrichit le sol en matière organique, améliorant ainsi sa structure et sa fertilité au fil du temps. Cette caractéristique, combinée à la capacité de fixer les nutriments dans les couches plus profondes du sol, réduit le besoin de fertilisation fréquente, conformément au principe de l'agriculture régénérative. Pour ceux qui cherchent à maximiser la production dans des espaces réduits, la culture dans des plates-bandes surélevées ou dans de grands pots d'une capacité minimale de 40 litres se présente comme une alternative viable, à condition que des conditions adéquates de drainage et d'exposition au soleil soient garanties. Dans les systèmes permaculturels, les artichauts sont souvent associés à d'autres cultures pérennes, comme l'asperge et la rhubarbe, créant ainsi des cultures intercalaires qui optimisent l'utilisation des terres et favorisent les interactions bénéfiques entre les espèces. Une telle approche augmente non seulement la productivité par unité de surface, mais renforce également la résilience du système dans son ensemble, atténuant ainsi les risques associés aux ravageurs et aux maladies. En ce qui concerne le traitement après récolte, les artichauts offrent une polyvalence. En plus d'être consommés frais, ils peuvent être conservés en saumure, congelés après blanchiment ou déshydratés pour une utilisation ultérieure dans des plats élaborés. Sa pulpe, une fois transformée, sert de base à des pâtés, des soupes et même des pâtes, élargissant ainsi les possibilités gastronomiques.
Dans des contextes commerciaux à petite échelle, la vente de têtes fraîches ou transformées représente une source de revenus supplémentaires, notamment sur les marchés qui valorisent les produits gourmands et locaux. Enfin, il convient de souligner que la culture de l'artichaut va au-delà de la simple production alimentaire, constituant un héritage culturel et environnemental. Sa présence dans les jardins familiaux et les systèmes agroforestiers reflète une reconnexion avec des pratiques agricoles ancestrales, tout en s'inscrivant dans un paradigme contemporain de durabilité. En optant pour des espèces pérennes comme celle-ci, l'agriculteur ou le jardinier s'assure non seulement une source continue de nourriture, mais contribue également à construire des paysages plus résilients et écologiquement équilibrés. Comme couche intermédiaire, et utiliser des espèces telles que les artichauts, le réfort, les oignons ambulants, l'oseille et le bon roi Henri comme paillis et remplissage du sol. Cette approche imite les modèles naturels d'une forêt, favorisant la biodiversité, la rétention d'humidité et le cycle des nutriments de manière autonome. En intégrant les cultures pérennes dans différentes strates, le système optimise non seulement l'utilisation de l'espace, mais réduit également le besoin d'interventions humaines, telles que l'irrigation et la fertilisation, au fil du temps. La deuxième récolte saisonnière, obtenue grâce à la taille stratégique des plantes en automne, représente une pratique qui allie productivité et résilience. En coupant les spécimens à quelques centimètres du sol, on favorise une repousse vigoureuse, permettant une récolte supplémentaire dans les climats doux. Cette méthode, en plus de maximiser le rendement annuel, renforce la capacité d'adaptation des espèces pérennes, qui répondent positivement aux stimuli environnementaux et à une gestion culturelle appropriée. Les économies générées par la production nationale, contrairement aux coûts d'acquisition élevés au détail, mettent également en évidence le potentiel de ces cultures en tant qu'alternative viable pour la sécurité alimentaire et l'autonomie des producteurs. Le réfort, Armoracia rusticana, quant à lui, se distingue comme une culture d'une rusticité et d'une persistance remarquables. Sa capacité à se propager végétativement, à travers des fragments de racines, lui confère un caractère quasiment indomptable, nécessitant des stratégies de confinement pour éviter une propagation excessive. Cependant, cette même caractéristique en fait une option intéressante pour les systèmes agroécologiques, où sa présence contribue à la décompression du sol et à la suppression des plantes spontanées. Le profil sensoriel intense de la racine fraîche, supérieur à celui des produits industrialisés, combiné à ses propriétés médicinales, telles que son action décongestionnante et antimicrobienne, renforce son rôle tant en cuisine qu'en phytothérapie traditionnelle. La culture, bien que simple, exige une attention particulière dans la gestion après récolte, car l'exposition au froid augmente la concentration de composés épicés, tandis que le traitement immédiat au vinaigre préserve ses caractéristiques organoleptiques. Les oignons ambulants, Allium foie prolifrom, en raison de leur dynamique de reproduction particulière, illustrent l'autosuffisance inhérente à certaines espèces pérennes. La formation de bulbes aériennes, qui s'enracinent spontanément lorsqu'elles touchent le sol, élimine le besoin de replantation, assurant une succession continue d'individus. Cette stratégie évolutive assure non seulement la perpétuation de l'espèce, mais offre également à l'agriculteur une source ininterrompue de nourriture, avec de multiples parties comestibles bulbes, feuilles et bulbes qui peuvent être utilisés dans différentes préparations culinaires. Son adaptabilité aux conditions pédologiques et climatiques défavorables, combinée à sa résistance aux ravageurs et aux maladies, renforce son potentiel en tant que culture à faible impact et à haut rendement. L'oseille, Rumex acetosa, à son tour, apparaît comme l'un des premiers légumes à germer au printemps, comblant une lacune critique dans le calendrier des récoltes. Sa saveur acide, dérivée de la présence d'acide oxalique, lui confère un profil unique, capable de rehausser les plats d'une touche citronnée et rafraîchissante. La polyvalence d'utilisation des salades crues aux préparations cuites et la capacité de germer après des coupes successives en font une option pratique pour les systèmes de production continue. Bien que la concentration d'oxalate nécessite une consommation modérée, en particulier chez les personnes prédisposées aux calculs rénaux, sa valeur nutritionnelle et sa facilité de culture compensent ces limitations. Le bon roi Henri, Blitum bonus henricus, espèce historiquement négligée par l'agriculture moderne, représente un lien entre les pratiques ancestrales et la recherche contemporaine de systèmes alimentaires résilients. Sa multifonctionnalité offrant des feuilles, des pousses et des inflorescences comestibles et son adaptabilité aux conditions ombragées et aux sols pauvres en font une culture stratégique pour les zones sous-utilisées.
La récupération d'espèces comme celle-ci sauve non seulement les connaissances traditionnelles, mais élargit également le répertoire des aliments disponibles, réduisant ainsi la dépendance à l'égard des cultures conventionnelles et favorisant la diversification des systèmes de production. La conception d'un verger pérenne, structuré en couches fonctionnelles, transcende la simple association d'espèces, se configurant comme un écosystème autodurable. La stratification verticale, depuis la canopée des arbres jusqu'aux racines profondes, permet d'optimiser les ressources disponibles, telles que la lumière, l'eau et les nutriments, tandis que la diversité des espèces atténue les risques phytosanitaires et climatiques. L'intégration de cultures pérennes dans ce modèle réduit non seulement le besoin d'intrants externes, mais favorise également la formation de sols fertiles et le maintien des services écosystémiques, tels que la pollinisation et la lutte biologique contre les ravageurs. Ainsi, la transition de systèmes annuels vers des systèmes pérennes représente une étape fondamentale vers une agriculture régénératrice, capable de concilier productivité, durabilité et résilience à long terme. Comme la rhubarbe, les artichauts et les espèces arbustives des zones périphériques. L'adoption de plantes comme les oignons vivaces, l'oseille et le Chenopodium bonus henricus comme couverture du sol reproduit les principes observés dans les écosystèmes naturels, dans lesquels différentes espèces occupent des niches complémentaires. Dans cette disposition, les grands arbres fournissent de l'ombre et une structure verticale, tandis que des arbustes remplissent la couche intermédiaire et que la couverture végétale protège le sol contre l'érosion et la perte d'humidité. La synergie entre ces éléments aboutit à un système alimentaire nécessitant peu d'entretien, capable d'augmenter la fertilité des sols et d'optimiser la production par unité de surface, dépassant, en efficacité, les modèles basés sur les cultures annuelles. La mise en œuvre pratique de ce concept peut commencer à petite échelle, un espace d'environ 10 mètres carrés, avec la plantation d'un arbre fruitier au centre, entouré d'arbustes fruitiers sauvages et complété par des légumes vivaces, en plus d'une épaisse couche de paillis, permet au processus écologique d'agir de manière autonome. En quelques années, ce micro-écosystème évolue vers une forêt vivrière productive, nécessitant des interventions minimales et assurant des récoltes continues. Les espèces mentionnées asperges, rhubarbe, arbres fruitiers, arbustes à baille, artichauts, réfort, oignons vivaces, oseille et Chenopodium bonus henricus illustrent une approche de culture alternative, dans laquelle la pérennité remplace les cycles de plantation annuels, s'alignant sur les rythmes naturels et garantissant des récoltes durables avec moins de dépendance aux intrants externes.